Les entretiens du marquis, la suite. Alors j'étais resté sur un titre très très mystérieux, puisque une parade aux États-Unis endeuillée, c'était un titre d'ailleurs, quand on le lit, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-elle endeuillée? On continue l'article et on apprend qu'une voiture a foncé sur une parade de Noël et qu'il y a des morts et des blessés. Laurent Berton et Damien Rieu se sont véritablement élevés contre ce titre. Parce que, comme le dit Oberton, le vrai titre devrait être un rappeur multirécidiviste pro-Black Lives Matter tue 6 personnes et en blesse des dizaines d'autres lors d'une parade de Noël. En effet, normalement dans le journalisme, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit expliquer qui est l'auteur, surtout quand on le connaît, de l'acte. On ne donne pas son nom et on dit une parade endeuillée. Remarquez que c'est très malin, c'est une voix passive. Alors la voix passive, elle a un principe, c'est que le complément d'agent a la voix active et le vrai sujet. C'est-à-dire celui qui fait l'action est effacé à la voix passive, est endeuillé. Par qui? Alors on ne sait pas. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il y avait eu une directive européenne qui interdisait de nommer les gens issus de la diversité lorsqu'ils commettaient des crimes et délits. Il fallait effacer dans nos mémoires, dans notre vision des choses, leur responsabilité dans la délinquance. Ce titre en est une parfaite illustration. Alors, est-ce que ce journaliste est socialiste, militant? Pas forcément. Ça, c'est une dépêche AFP, hein, ça se voit. Mais du fait de cette directive européenne, des problèmes avec les associations, avec son directeur, eh bien, il préfère se censurer lui-même. Et c'est peut-être le plus gros problème des journalistes honnêtes. Face à toutes ces associations, à ces directives, ils préfèrent se censurer. Il y a un manque de courage de la part de certains journalistes. Et en même temps, comment pourrait-on leur en vouloir? Parce que quand vous avez des procès et ou votre supérieur qui vous tape sur les doigts, vous avez, quand ça vous arrive une ou deux fois, au bout de la troisième, vous lâchez prise. La liberté d'écrire n'existe plus en France. Il faut bien le comprendre, hein. C'est une autocensure, c'est vrai, mais cette liberté n'existe plus. Alors, il faut remonter un petit peu en arrière parce que dans les années 90, les socialistes ont fait en sorte de changer la loi française. Une association peut porter plainte contre un individu. Avant, elle ne pouvait pas. Évidemment qu'elle ne pouvait pas. En justice, une association, c'est puissant. Contre un seul individu, vous vous retrouvez au tribunal et vous devez lutter contre des gens qui sont aguerris, qui ont un service juridique, qui ont de l'argent, des subventions, parfois de Soros, hein, entre guillemets. Et vous, vous êtes tout seul. Alors parfois, évidemment, il y a des gens qui vous soutiennent, hein, il y a des cas très très célèbres. Mais il n'en reste pas moins que si vous êtes un kidam, un petit journaliste, vous vous retrouvez toute seule. Ça vous arrive une fois, hein, pas deux. Cette dégueulasserie a été mise en place par les socialistes, c'est ce qu'on appelle en fait leur soft power. Souvent on se dit, ah la droite, elle est allée vers les idées de la gauche, elle a manqué de courage. C'est pour cette raison. Parce que harcelés par les associations, beaucoup d'hommes politiques ont fait comme les journalistes. Hein, ils ont baissé culotte. Alors, vous comprenez que maintenant vous avez l'AFP, vous avez des journalistes qui s'autocensurent parce qu'ils ont peur d'affronter le politiquement correct. Ben, qu'est-ce qui reste en fait? Heureusement, il reste les éditorialistes. Les vieux de la vieille, hein, ceux qui ne craignent plus rien, parce que de toute façon, on ne peut plus les attaquer, les toucher. Je pense par exemple à notre ami Yvan Fiol, Éric Zemmour. Alors même s'il a été attaqué souvent, mais enfin, il disait ce qu'il avait à dire, et c'était compliqué. Hein, les associations qui essayaient de lui chercher les noises se retrouvaient souvent coincées. Elles évitaient en fait cette mauvaise publicité de perdre devant un tribunal. Mais à part ces personnalités bien assises, que reste-t-il? Eh bien, pas grand-chose. Alors, un journal, j'accepte Riposte Live bien sûr, mais papier, un grand tirage, qui s'en sort bien, c'est justement Valeurs Actuelles, parce qu'il brise le politiquement correct. Les Français veulent avoir autre chose que de la soupe AFP ou des lignes éditoriales consensuelles de type Libération, Le Point, Nouvel Obs, où vous trouvez strictement les mêmes articles. Alors, ces éditorialistes, j'ai parlé d'éditorialistes de droite assez célèbres qui nous impressionnent, mais
À gauche, voilà, vous avez toute une série de gens qui écrivent, et souvent ces éditorialistes de gauche, on voit très bien pour qui ils travaillent. Ils travaillent pour le pouvoir. Pourquoi travaillent-ils pour le pouvoir? N'oublions pas que la presse, comme je vous l'ai dit, est en faillite. Elle n'a plus trop de lecteurs. Comment vit-elle? De la publicité, bien sûr. Il faut faire attention aux annonceurs, hein, ça je ne vous l'ai pas encore dit, les annonceurs sont une constante aussi importante. Mais surtout, elles vivent de subventions. Et ces subventions, c'est le pouvoir politique qui les donne. Donc ces grands éditorialistes qui ont un rôle important à l'intérieur d'un journal, eh bien maintenant ils sont littéralement, on va dire le mot, hein, ce sont des prostituées du gouvernement. Il suffit de lire les éditos de Jacques Julliard, de Barbier, de Geoffrin quand ils écrivent. C'est consternant en fin de compte. Il n'y a plus rien de réel avec ce que nous vivons. Hein. Ils sont là pour faire la cour à Macron, essentiellement à Macron. À côté de ces éditorialistes qui ont besoin d'argent, vous avez quelque chose qui est encore, à mon avis, plus grave. Ce sont des gens qui ne sont pas journalistes. Et pourtant, qui signent, qui ont une carte de presse, et qui signent comme s'ils étaient des journalistes. C'est ce que j'appelle le journaliste attaché de presse. Alors, attaché de presse, normalement, on travaille sur un groupe et on défend ce groupe auprès des journalistes. Il y avait normalement un échelon. On allait, voilà, un attaché de presse, j'en ai eu, hein, ils viennent me voir, voilà, tel et tel mon boss fait ci, fait ça, est-ce que tu peux en parler? Si c'est de l'information, on le fait volontiers. Parce que les attachés de presse, par exemple, dans la culture, dans le cinéma, voilà, il y a un film qui sort, l'attaché de presse vient vous voir, vous parlez de la sortie, c'est pas un souci. C'est plus embêtant si vous avez affaire à un attaché de presse de laboratoire. Prenons un exemple, là au hasard, Pfizer, je crois que j'en parle jamais de Pfizer. Oui, en fait j'en parle tout le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, je parle tout le temps de Pfizer. Vous avez l'attaché de presse qui devient journaliste, qui va signer un article. Bon, je fais une accusation peut-être gratuite, mais Cécile Thibert dans le Figaro, quand on lit ses articles, on voit qu'elle interroge systématiquement des experts payés par Big Pharma. Ces experts font la promotion des vaccins, vous expliquent que les vaccins protègent, qu'il n'y a pas d'effets secondaires, que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'on peut vacciner les enfants, qu'on peut vacciner les femmes enceintes. Pour ceux qui ont envie de savoir ce que je pense de cela, ils peuvent regarder mon blog, j'ai écrit des articles. Bref, des monstruosités. C'est ce que vous lisez sous la plume de Cécile Thibert. Et Cécile Thibert confond le métier de journaliste et d'attaché de presse. Mais vous avez la même chose en politique. Dans le Figaro de ce matin, vous aviez un interview de Macron qui vous expliquait qu'il avait l'habitude de gérer la crise et que depuis le début, c'était vigilance et réaction. Et la journaliste concluait en effet, depuis le début, il y a une vraie maîtrise du pouvoir qui gère bien cette crise sanitaire. Le pouvoir gère bien cette crise sanitaire. Nous sommes à la 5e vague, il y a 30 000 cas par jour, 150 morts dans les hôpitaux. Alors pour ceux qui veulent savoir ce que je pense du vaccin, j'ai écrit des tas d'articles, vous allez voir. J'ai l'impression de rêver. Voilà. Là encore, vous n'avez pas affaire à une journaliste, vous avez affaire à une attachée de presse, qui va littéralement plaquer tous les éléments de langage de l'Élysée dans son article. Pas de confrontation, comme normalement elle devrait le faire. Elle ne donne pas la parole à l'opposition. Vous n'avez que Macron glorifié dans son article. Et ça, c'est véritablement la plaie d'aujourd'hui. Alors comment se fait-il que maintenant les attachés de presse prennent de plus en plus la place de journalistes? Même ceux qui s'autocensurent, mais qui essaient malgré tout de temps en temps de faire un travail de qualité. On va peut-être regarder qui sont les patrons. Quand vous prenez les grands patrons de presse, vous vous apercevez que vous avez des financiers. Rothschild pour Libération. Si vous prenez le journal Le Monde, Xavier Niel, Draghi, etc. Draghi, pardon, pas Draghi, c'est en Italie. Bref, vous avez des gens qui sont très proches du pouvoir et qui vont permettre à des attachés de presse, je l'appelle attachés de presse, ils ont une carte de journaliste, mais ils font le travail de l'attaché de presse, de pouvoir écrire des articles dans leurs journaux. Alors, pas tous leurs articles, bien sûr, parce que ça serait très ennuyeux et
Et puis les gens fuiraient encore un peu plus, parce qu'il n'y a plus grand monde hein, pour acheter un journal le matin, ça c'est presque terminé. Donc une presse, si je dois conclure, une presse complètement en faillite, puisque elle est autant en faillite au niveau des électeurs qu'elle est en faillite au niveau de sa mission. Vous avez de moins en moins de journalistes, ceux qui restent ont du mal à faire leur boulot, hein. Ils sont remplacés de plus en plus par l'AFP ou par des attachés de presse, et les quelques vieux de la vieille que nous aimons bien sont un petit peu les exceptions qui confirment la règle. Alors, je voudrais juste parler par exemple d'éditorialistes qui font un travail à gauche, hein, des gens admirables, que nous aimons tous, Christophe Barbier. Hein. Ça c'est du journalisme d'investigation. Ce n'est pas compliqué, quand il dit ces horreurs à la télévision ou dans ses articles, c'est essentiellement parce qu'il travaille de concert avec l'Élysée. Il émet une idée épouvantable. Je pense que la dernière fois, hein, il nous avait dit des horreurs sur les non-vaccinés, qu'il fallait aller les chercher avec la police. Ne croyez pas qu'il a dit ça comme ça parce que ça lui est passé par la tête. Pas du tout. Il a dit cette phrase parce que l'Élysée voulait voir la réaction des Français à cette phrase. S'il y avait une grande émotion, on recule. Si par contre, on s'aperçoit dans un sondage que les Français partagent l'avis de Christophe Barbier, eh bien on y va. On persécute les non-vaccinés. Vous voyez, c'est-à-dire que la notion de presse libre, ça a toujours été délicat, mais c'est de pire en pire. Il va falloir certainement réfléchir à sauver la presse et qu'elle soit un peu plus indépendante, qu'on retrouve une certaine pluralité et que les journalistes qui ont envie de bosser, qui ont envie de faire un vrai travail de confrontation, puissent écrire leurs articles sans que 3 associations leur tombent sur le rable ou qu'ils soient persécutés par le pouvoir politique. Voilà, c'est la fin de ce numéro sur la presse en faillite, la presse écrite. Je travaillerai après sur la presse audiovisuelle, mais mon prochain numéro concernera la fabrique de la propagande. Parce que là, je vous ai fait un panorama sur un certain angle, mais je vous montrerai surtout que la presse, puisqu'elle est au service d'intérêt, comment elle fabrique de la propagande. Comment fait-on? Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce numéro. N'oubliez pas de liker hein, si vous avez bien aimé. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.